Eh bien, bonjour pour cette nouvelle séance sur le guidage de lecture du livre 7 parle. La séance précédente, 7 parlait de l'utilité du jeu, selon eux, donc avec les collègues de son plan d'existence. Il expliquait de différentes manières comment le jeu était utile pour eux. Un jeu, voilà, qu'il disait très spontané, mais un jeu responsable. Donc ils jouaient quand même avec leur, euh, leur conscience, hein, ils envoyaient leur conscience dans différentes dimensions. Et il expliquait qu'il y avait deux utilités principales pour le jeu. D'une part, le jeu en tant que tel, comme un outil qui avait sa propre importance, et puis comme un support pour leur créativité, pour pouvoir développer la créativité qui est on va dire, tel que je le comprends, une sorte d'objectif de toute entité. Et on enchaîne donc avec la fin de la page 66, où à la suite il dit mon travail d'enseignant, hein, donc il rappelle effectivement son objectif dans son existence actuelle. Mon travail d'enseignant me fait voyager dans de nombreuses dimensions d'existence. Exactement comme un professeur voyagerait dans différents pays pour donner des conférences. Donc là, il fait effectivement le parallèle entre lui, là où son travail l'amène, c'est-à-dire de changer de dimension complètement, y compris, il l'a déjà dit dans des pages précédentes, il me semble, dans des mondes qui ne sont pas physiques. Hein. Lui, il intervient à la fois dans des mondes physiques et dans des mondes qui ne sont pas physiques. Il compare ça au voyage d'un professeur, puisque c'est son rôle également d'aller faire des conférences dans différents pays. Il précise tout de suite, phrase suivante, mais là s'arrête la comparaison. Car avant de pouvoir commencer à travailler, je dois mettre en place des structures psychologiques préliminaires. Des structures psychologiques préliminaires. Je dois apprendre à connaître mes élèves avant même que l'enseignement puisse commencer. C'est-à-dire qu'il a un rôle plus précis que ce que peut avoir un enseignant quand il va faire une conférence, c'est que quand on comprend sa phrase, sa manière de le formuler, apprendre à connaître ses élèves, moi j'entends qu'il va quand même beaucoup plus loin que juste un enseignant qui va s'adapter au public qu'il a en face de lui. Là, Seth, il fait des formations spécifiques, hein, personne par personne, et il doit comprendre complètement la structure psychologique de la personne à qui il va enseigner. Donc c'est pas une sorte de cours copier-coller qu'il va faire, où il peut pas vraiment se répéter, il doit au contraire à chaque fois adapter. Peut-être que le message au final sera le même, mais il va pas du tout prendre la même forme. Parce que s'il est dans un monde physique ou dans un monde qui n'est pas physique, si il va s'adapter aussi aux symboles. Donc si dans un monde, je sais pas, je vais dire des exemples un peu stupides comme ça, mais pour expliquer, si la couleur rouge n'est pas bien vue dans un pays, il va pas s'en servir. Alors qu'il va utiliser la couleur blanche ou la couleur noire. Enfin, vous voyez, c'est juste pour donner des exemples comme ça de la manière dont finalement les symboles, même les objets, hein, des objets, des formes, des intentions, des émotions même, il va pas faire passer les mêmes émotions sous leur forme en tout cas particulière euh, quand il va être dans tel ou tel monde. C'est plus que s'adapter à la culture, c'est également pouvoir faire passer un message qui soit porteur de sens et que le fond corresponde à la forme, hein, que son message puisse justement être complètement entendu euh, par les personnes qu'il a en face de lui.
Donc il parle même de mettre en place, hein, c'est donc une action de son côté, mettre en place une structure psychologique particulière, préliminaire, il dit dans le livre, c'est-à-dire qu'il doit installer le fonctionnement pour que la personne soit réceptive. On verra après ce qu'il va donner des exemples, notamment avec ce qu'il a vécu avec Jen. Alors pour information, je viens de faire là le résumé de l'introduction. J'ai fait une deuxième version pour utiliser justement ce que je vais faire maintenant avec un mélange d'images, de vidéos, de sons, de textes qui appuie le résumé que je fais pour que le message justement serve un petit peu à ce que Seth est en train d'expliquer, de s'adapter, de faire passer le message sous différentes formes et pour qu'il y ait au moins une des formes qui corresponde le mieux à chaque personne qui écoute. Et dans le résumé justement de l'introduction, Jen explique très bien son initiation psychologique et le fait qu'elle a eu tout d'un coup une sorte de déclic. Donc Seth, il va parler de ça justement. Il va expliquer cette notion de préparation finalement que Seth est obligé de faire. Donc là simplement il y a une petite pause où Robert, le mari de Jen, signale que le début de Jen est maintenant plus lent, juste à ce moment-là. En général, ça veut dire que Seth est dans un échange d'informations plus précis, qu'il veut bien faire attention que ses intentions ne soient pas changées par Jane. J'avais expliqué au départ que des fois Jane avait tendance dans certaines phrases à inventer des parties ou à déformer certains mots de Seth. Là, en général, quand il est comme ça plus précis, plus lent, normalement le contenu est fiable. Et donc, Seth va enchaîner en disant il faut que j'aie une connaissance approfondie du système de réalité particulier dans lequel évolue mon élève, de son système de pensée, des symboles qui ont un sens pour lui. Donc c'est au-delà de l'élève lui-même, de sa culture, c'est tout le mode de pensée, toute la réflexion. Et je pense que ça va plus loin que simplement une langue, une culture, des habitudes. Là, c'est vraiment dans la structure psychologique, la manière dont l'élève va apprendre, va comprendre, va pouvoir évoluer, puisque Seth propose des évolutions de conscience. Donc vraiment des éveils, un cheminement en tout cas dans ce que la personne va pouvoir comprendre, percevoir de la réalité. Et c'est toute cette préparation dont il est en train de parler. Donc je répète les mots principaux. Donc lui il parle de connaissance approfondie. Vraiment, donc il doit avant se renseigner sur le fonctionnement vraiment précis du système de réalité. Donc le système de réalité, ça inclut la notion de camouflage. Ce que la personne va projeter en dehors d'elle-même pour créer sa réalité autour d'elle. Donc il doit comprendre tout ce système-là, et notamment le système de pensée propre à l'élève, les symboles qui ont un sens pour lui. Et je pense qu'il a également un aperçu des différentes vies que l'élève a vécues pour justement pouvoir rentrer dans son fonctionnement et pour pouvoir s'appuyer d'éléments qu'il a déjà vécu dans sa vie actuelle ou dans une autre vie. Donc c'est encore une fois beaucoup plus puissant que juste la personnalité aujourd'hui dans ce qu'elle est en train de vivre, mais globalement l'entité, tout ce qu'elle a vécu, il peut prendre appui sur des éléments complètement différents de sa vie actuelle. Et il poursuit en disant je dois estimer correctement la stabilité de sa personnalité et ses besoins, car ils doivent être pris en compte. Donc à la fois la stabilité, le fait que la personnalité ait son propre cheminement et ses propres repères,
Et donc son mode de fonctionnement, pour moi, ça fait partie de cette stabilité-là, qui va au-delà de la personnalité, encore une fois, qui est plus proche de l'entité. Donc là, on parle du moi profond. Comment le moi profond s'est construit, qu'est-ce qu'il est en train d'expérimenter, quels sont ses choix fondamentaux, et donc comment Seth va pouvoir rentrer dans ce cheminement-là pour continuer à l'aider à évoluer, à avancer. Donc d'une part cette stabilité, d'autre part ses besoins. Donc là les besoins, ça peut être les besoins de l'entité, mais peut-être aussi d'utiliser les besoins de la personnalité elle-même dans ce qu'elle est en train de vivre dans cette réalité-là, pour les prendre en compte et pour mieux, encore une fois, accentuer la facilité avec laquelle le message va passer. Et le paragraphe suivant, il dit justement, il faut encourager l'élève, d'un côté, sans trop le pousser dans le développement en cours. Et là, c'est pour moi quelque chose de vraiment fondamental de comprendre cette fragilité dans l'enseignement, quelque part. D'aider quelqu'un à évoluer, mais là, pour le coup, je pense qu'en tant que n'importe quel enseignant, en tout cas, a cette difficulté-là, quand il est dans un enseignement de 1 à 1, d'un élève à un professeur. Le fait d'enseigner, c'est justement d'essayer de repousser les limites de la personne qui apprend, mais sans trop l'écraser. C'est-à-dire sans trop lui montrer, moi je sais, donc écoute-moi, suis-moi. Je pense qu'il faut laisser cette part d'autonomie, quelque part, se mettre en place. Et donc l'encourager à poursuivre et à être curieux par lui-même, finalement. C'est l'élève, par sa propre curiosité, qui peut évoluer. Là, ça me rappelle un livre que j'ai lu il y a pas longtemps. Alors par contre, j'ai plus le titre en tête, mais bon, c'est pareil, je le mettrai dans les commentaires, ou en dessous dans la vidéo. C'était bon, il y a quelques siècles, je sais plus, c'est peut-être le 18e, j'ai un petit doute. Un enseignant qui était, je crois, à ce moment-là, donc c'est un enseignant français, si je me souviens bien, qui était en voyage dans un pays, je ne sais plus s'il était invité pour une année, voilà, à enseigner à l'étranger. Et alors je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais il s'est retrouvé à devoir enseigner le français à des élèves avec qui il ne parlait pas la langue. Il n'avait pas de langue commune. Et sa stratégie a été de leur donner à lire une traduction d'un livre qui était à la fois en français et dans leur propre langue, pour justement les accompagner, enfin c'était même plus que les accompagner, pour les aider tout seuls en fait à apprendre le français en autonomie à travers cette lecture. Et par la répétition, le fait de répéter les phrases et de les voir la traduction, telle phrase se traduit de telle manière dans leur langue, etc., de comparer, petit à petit, ils ont réussi à développer leur apprentissage. Et il a réussi à la fin à leur faire passer un test écrit en français, et ils ont très bien répondu. Et à partir de là, il a développé tout un courant de pensée en disant, mais finalement, on est tout à fait capable d'enseigner ce qu'on ne connaît pas soi-même. Par ce principe même qu'il vaut mieux faire éveiller la curiosité dans l'élève et l'encourager en lui donnant des éléments minimums avec lesquels il peut cheminer tout seul. Hein, en gros, on lui donne, même si nous on ne les connaît pas, on lui donne les éléments et après on est là juste comme guide pour vérifier qu'il est dans son cheminement. On ne peut pas vérifier s'il progresse effectivement puisqu'on ne connaît éventuellement rien à la matière qu'il est en train d'apprendre, mais on est un peu comme un surveillant, juste de voir que oui, il met l'énergie au bon endroit, oui, il a l'air de pouvoir
répéter un certain processus. Oui, il a l'air d'apprendre quelque chose. Et donc, l'enseignant est là comme quelqu'un avec qui l'élève peut se confronter dans son propre cheminement. Bon, je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, ce livre explique euh, que il est possible, en tout cas, voilà, clairement, qu'il est possible à n'importe qui d'enseigner n'importe quoi, même s'il ne le maîtrise pas, à quelqu'un d'autre, à partir du moment où justement il sait qu'il ne connaît pas et qu'il n'essaie pas de lui apprendre, mais qu'il essaie de l'encourager à apprendre en autonomie, à ce que l'élève trouve ses propres méthodes, son propre cheminement, parce que c'est l'élève qui va savoir comment cheminer. C'est l'élève qui va trouver sa manière d'apprendre. Et là, ce livre me fait vraiment penser à ce que c'était en train d'expliquer. Encourager l'élève sans trop le pousser. Hein, on est dans cet équilibre assez subtil où finalement, oui, encourager, c'est montrer à l'élève qu'il est capable de plus qu'il ne pense au départ. Lui montrer qu'il va pouvoir apprendre. Hein. Le principe aussi, un des principes en tout cas fondamentaux dans le livre, c'est que il y a égalité d'intelligence chez les êtres humains. Tout le monde est capable d'apprendre quelque chose à partir du moment où il a une motivation. Et c'est plus la motivation finalement qu'il faut développer chez l'élève qu'une compétence d'apprentissage particulière. Là, je relis la phrase de Seth, hein, qui pour moi justement résume justement ce que je suis en train d'essayer d'expliquer à partir du livre que j'ai lu. Hein. Il faut encourager l'élève, c'est-à-dire renforcer en lui le courage d'avancer à son propre rythme. Moi, c'est ça que j'entends. Sans trop le pousser, c'est-à-dire sans le mettre face à son échec potentiel, face à ses incompétences, face à ce qu'il ne connaît pas. Le rôle d'un enseignant, dans ce que Seth explique, enfin dans ce que j'en comprends en tout cas, c'est vraiment de créer cette motivation. Et il parle de développement en cours. Le développement en cours vient de l'élève. C'est lui qui est moteur, c'est lui qui est actif. Et parce qu'il est actif, on est juste là pour le guider. On est oui, c'est ça, une personne qui l'aide, qui le soutient dans sa propre démarche. En chimie, on appelle ça un catalyseur. Un élément qui est présent, qui n'intervient pas dans la réaction chimique, mais qui est nécessaire à sa bonne mise en place, à son bon déroulement. Et pour moi, le meilleur enseignant, c'est le meilleur catalyseur, hein, finalement, qui est capable de révéler le meilleur d'entre nous, hein, ce qui est déjà un peu présent en nous. Bon, voilà, excusez-moi en tout cas pour cette petite digression, mais j'ai l'impression que ça répond pas mal, ça complète en tout cas ce début de paragraphe de 7. Et il va continuer en expliquant que mon message doit être présenté en cohérence avec le contexte dans lequel l'élève comprend la réalité. Cette mise en cohérence, c'est justement le lien avec la manière dont l'élève crée sa réalité. De retrouver la cohérence, comme je disais tout à l'heure, entre le fond et la forme. Il dit effectivement que ce contexte, hein, la cohérence dans le contexte, doit être mis en place en particulier au cours des premiers stades. C'est-à-dire qu'au départ, il est compliqué de bousculer complètement quelqu'un. Hein, il est dans son cheminement, il a sa propre logique. Il vaut mieux entretenir sa propre logique en lui montrant qu'il existe autre chose que ce qu'il sait déjà.
Et c'est peut-être ce petit décalage qui va créer justement la curiosité dont je parlais avant. Donc voilà, le message, en tout cas là c'est Seth qui parle, donc il dit mon message doit être présenté en cohérence avec le contexte. Il poursuit dans la phrase suivante, avant même que l'enseignement puisse sérieusement commencer, je dois veiller à ce que tous les niveaux d'une personnalité se développent de manière plus ou moins constante. Donc c'est en préliminaire complètement à l'enseignement. Hein, il met en place une structure, un cadre avant l'enseignement, hein, avant même que l'enseignement puisse sérieusement commencer. Hein, donc vraiment le contenu, le message qu'il veut faire passer. Donc bien avant ça, il dit qu'il doit vérifier, il doit veiller à ce que tous les niveaux d'une personnalité, hein, donc vous voyez, pas seulement, dans ce que j'en comprends, la notion de niveau, là, il n'a pas tellement expliqué. Moi, ce que je comprends, c'est en tout cas, ça ne concerne pas que la personnalité en cours, ça peut concerner donc d'autres personnalités, mais différents niveaux, donc peut-être aussi le côté conscient, inconscient, donc le moi interne, en plus du moi externe, et que tout l'ensemble de la personnalité, là il dit tous les niveaux, se développent de manière plus ou moins constante. Donc que tout progresse, évolue en même temps. On ne peut pas faire évoluer juste une partie d'un individu, il faut que l'ensemble reste cohérent, en tout cas dans la démarche globale. Hein. C'est en tout cas ce sur quoi il a l'air d'insister. Et puis il continue à préciser dans le paragraphe suivant, au début, le matériau que je présente est souvent donné sans aucun signe de ma part. Il prend alors l'apparence d'une révélation saisissante. Donc avant qu'il y ait la moindre conscience de Seth, de son enseignement, ben petit à petit, il va quand même réussir à communiquer, donc je pense plutôt avec la partie interne, hein, c'est en tout cas la partie auquel il a le plus facilement accès, pour débloquer petit à petit des éléments dans la structure psychologique de la personne. Donc là, je donne un exemple, il en parlera un petit peu plus tard. Je reprends l'exemple de Jen, hein, puisque pour moi c'est quelque chose d'assez flagrant. Et puis vous retrouverez comme ça dans le résumé que j'en ai fait. Elle parlait de son initiation psychique. C'est tout d'un coup quelque chose qui s'est débloqué en elle. Elle était en train d'écrire de la poésie. Donc il y avait rien qui la prédestinait particulièrement à être dans un état particulier, sauf peut-être voilà cette concentration, cette attention, peut-être une écoute intérieure. Bon, en tout cas, l'état dans lequel elle était et peut-être ce qui s'est passé avant dans sa vie, hein, ce qui a amené à ce point-là, eh bien, a pu déclencher à ce moment précis une ouverture de conscience particulière qui a fait qu'elle a eu accès donc elle l'explique à sa manière en disant voilà, comme si mon esprit était sorti de mon corps et je recevais une quantité extraordinaire d'informations qui ont permis d'écrire qui lui ont permis elle d'écrire automatiquement un texte qui avait même un titre. Alors je l'ai plus, mais c'est par rapport à la réalité physique, donc je sais plus exactement. Elle en parle, oui, je vais retrouver rapidement. L'univers physique comme idée construite. Hein, donc c'est la page 11, l'introduction du livre. Et donc elle a débloqué un état particulier, mais on voit bien que ça a dû se préparer sans doute sur des années et des années. Et je pense que c'est ça dont Seth est en train de parler. Le fait que, au départ, on n'a pas conscience qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous accompagner, nous guider,
mais ça prend l'apparence, hein, dit-il, je reprends ces mots, l'apparence d'une révélation saisissante. C'est ce qu'on va appeler tout d'un coup, voilà, un éclair de génie ou une prise de conscience. Ou c'est le célèbre Eureka de Archimède, hein, dans sa baignoire. Voilà, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient à la conscience, qui apparaît, qui était peut-être présent sous une autre forme, mais en tout cas là, tout d'un coup, on se dit ah mais bien sûr, hein, une réalité qui euh, qui devient concrète, qui devient palpable. Eh bien, ce genre, alors là je dis pas forcément que toutes les idées qu'on a viennent de ce type de processus. Là en tout cas, ce que ça explique, c'est que c'est une des formes possibles que va prendre les premiers contacts que Seth va avoir avec un élève. Et donc voilà, il va lui diffuser petit à petit comme ça des informations, des messages qui à un moment donné vont apparaître et permettre à l'élève d'avoir une révélation, un déclic, de dire ah mais en fait voilà, ce n'est pas forcément comme je pensais que ça fonctionnait. La réalité peut être un peu différente. Et Seth, effectivement, dans la phrase suivante, il va préciser un petit peu ça en disant car quel que soit le soin que je mette à présenter ce matériau, il change inévitablement les idées qui ont constitué jusque-là une partie importante de la personnalité de l'élève. Les échanges que Seth peut avoir, je pense qu'on est à nouveau, on est dans voilà, ces moments de contact avec le moi interne. Donc, plutôt des moments effectivement de méditation, de concentration, peut-être dans le sommeil, les rêves, dans des moments où on n'est pas dans la conscience habituelle. On n'est pas pleinement. Alors cette conscience habituelle, elle est particulière parce qu'en fait, on est extrêmement tourné vers le monde physique. Et ce que Seth nous répète depuis le début du livre, c'est que il est très intéressant de défocaliser, de passer des moments où on n'est pas pleinement concentré sur la réalité physique autour de nous, ce qu'on croit être en tout cas notre seule réalité. Et donc, les moments où on est moins focalisé, c'est peut-être les moments où on entend plus facilement ce que d'autres entités peuvent nous dire. Hein. Donc, soit c'est notre propre imagination, notre moi interne qui va se révéler, soit ça vient de télépathie peut-être. Hein. Là, voilà, je me dis comme ça en parlant, c'est peut-être ces moments-là où on reçoit le mieux la télépathie et que des enseignants tels que Seth le fait, eh bien peuvent amener ces différents concepts hein, qu'ils veulent nous transmettre. Et en tout cas, il dit que ça va changer en tout cas les idées qu'on peut avoir au départ. Comme on perçoit ça de l'intérieur et qu'on a des prises de conscience, c'est peut-être aussi cette compréhension intellectuelle dont il parle au début de son livre, ce qui nous permet vraiment de cette prise de conscience. Pour moi, c'est le mental qui reprend la main dessus. Donc on refait une analyse sur quelque chose qu'on a déjà vécu, mais sous un autre jour, et avec une nouvelle compréhension. Donc oui, il y a une partie pour moi intellectuelle, et donc on peut parler d'idées qui changent. Hein, on va évoluer dans ce qu'on pensait, je sais pas, du fonctionnement entre les êtres humains, de son propre fonctionnement, des fonctionnements d'une institution, du fonctionnement en tout cas de la réalité, quelque chose de particulier. Cette précise dans la phrase suivante justement le décalage qu'il peut y avoir entre lui, l'intention de base qu'il a et le message qu'il veut faire passer, et ce qui se passe chez l'élève. Il dit ceci. Ce que je dis est une chose. Point virgule. Mais l'élève est naturellement précipité dans une expérience, hein, donc nous sommes tous plongés dans notre expérience propre, et un comportement psychologique et psychique qui, au niveau conscient, peuvent lui paraître totalement étrangers. Donc
Là, ce que je comprends de cette phrase, c'est que Seth va effectivement, quand il émet, en tout cas la première fois, une idée nouvelle, a priori, puisque là, il est là pour faire aider, en tout cas, l'élève à faire un pas en avant, à se développer. Donc il dit, ce que je dis est une chose, mais l'élève est naturellement précipité dans une expérience, c'est-à-dire dans sa propre expérience. À partir de ce que Seth essaie de mettre en place, l'élève vit sa propre expérience, qui est différente éventuellement de la suggestion initiale de Seth, parce qu'il a son fonctionnement, son expérience, et donc son comportement qui lui est propre, psychologique et psychique. Et donc, au niveau conscient, l'idée initiale est complètement nouvelle. L'élève vit quelque chose de fondamentalement nouveau dans sa vie qui lui fait prendre conscience de quelque chose de différent. Et on a donc ce passage entre quelque chose d'inconscient qui va se révéler à la conscience. Et c'est là où je pense Seth a un rôle au niveau de l'initiation du message. Robert la note à ce moment-là, une petite pause à 22h51. Donc quasiment le début de la séance, là quand j'ai repris à la fin du jeu, il était 22h35. Voilà, juste pour vous donner un petit peu le rythme, donc il y a à peu près une page qui a été donnée en 1 heure. Et Seth va continuer donc à travers Jen en disant « Les problèmes varient selon le système dans lequel mon élève vit son existence. » Donc là, ce que j'entends, c'est le problème, lui, en tant qu'enseignant, pour faire passer son message. Et il va justement donner un exemple pour nous. Dans votre système, par exemple, et dans le cas de la femme par qui j'écris maintenant ce livre, le contact initial a été établi de mon côté bien avant que nos sessions commencent. Contact initial. Il va justement expliquer un peu plus en détail et vous allez mieux comprendre, je pense, cette notion d'évolution, d'installation, comment Seth peut justement déjà rentrer en communication avec Jen, ce qu'il a mis en place, et de manière générale dans son rôle d'enseignant. Puisque là, il est en train de parler de manière générale sur son travail. Ce chapitre parle notamment de son travail. Donc, il va parler de Jen en disant « Cette personnalité n'a pas eu pleinement conscience de notre première rencontre. Elle a soudain fait l'expérience de pensées nouvelles qui, comme elle est poète, lui sont apparues comme des inspirations poétiques. » Donc là, on voit clairement l'exemple. Seth essaie de rentrer en communication avec un individu qui a son propre fonctionnement. Là, c'était avec Jen qui est poète. Donc, Jen a interprété la communication avec Seth comme étant une inspiration liée à sa poésie. Et on voit bien qu'un musicien va tout d'un coup avoir une mélodie particulière qui va apparaître en tête, par exemple, et qui vont lui faire prendre conscience de, je sais pas, d'un nouveau rythme, une nouvelle conscience peut-être de la réalité, alors je suis pas musicien, donc c'est un petit peu compliqué. Je prends un exemple sur lequel j'ai pas beaucoup d'appui, mais en tout cas, ça peut lui révéler quelque chose, peut-être même dans la structure de la musique, lui révéler quelque chose de l'ordre plus profond, avec son intuition, bien entendu. Donc là, voilà, des pensées nouvelles qui lui sont apparues, donc sous forme d'inspiration poétique. En poésie, on dit c'est ma muse, la figure poétique qui va m'inspirer, qui va m'aider à créer des phrases qui au départ, j'ai pas l'impression de les avoir créées moi-même. Et il explique. Une fois, il y a quelques années, lors d'une conférence réunissant des écrivains, elle s'est retrouvée dans des circonstances qui auraient pu la conduire à un développement
psychique pour lequel elle n'était pas prête. Donc là, on est bien d'accord, Seth parle de la toute première fois où il a essayé de rentrer en communication avec elle. Ce n'est donc pas la même expérience que ce que Jen, explique dans son introduction quand elle parle de son initiation psychique. Là, c'était une autre révélation qu'elle a eue des années plus tard. Il me semble que c'était en 62, son initiation psychique. Alors que là, il est en train de parler. Alors, je vérifie voilà, rapidement en même temps. Est-ce que je retrouve son année? Oui, en tout cas, ça doit être par là, puisque c'est fin 1963 qu'ils ont commencé à rédiger qu'ils ont commencé à faire les expériences, avec notamment la planche Ouija, qui a amené, non, initiation psychique en septembre 63. Donc, vous voyez, quelques mois avant de commencer l'expérimentation avec la planche Ouija et donc les premières rencontres vraiment concrètes avec Seth. Alors que là, il est en train de parler de la première rencontre, la toute premier contact de Seth, et il n'a pas eu conscience que c'était Seth, et c'est en 1957. Et donc encore 6 ans plus tôt. Donc il dit, voilà, une fois il y a quelques années, lors d'une conférence, elle était avec plusieurs écrivains, elle s'est retrouvée dans des circonstances qui auraient pu la conduire à un développement psychique. Donc en autonomie, elle était en train de déployer, quand on parle de création de la part de la conscience, eh bien là c'est bien ça, il y a un développement psychique particulier, une ouverture de conscience, on peut imaginer une porte qui s'ouvre vers des nouveaux champs de perception, mais il dit pour lequel elle n'était pas prête à ce moment-là, qui aurait trop chamboulé sa vie, son fonctionnement. Le climat psychologique de ceux qui étaient présents, le climat psychologique, vous voyez que des entités, des personnalités, excusez-moi, là pour le coup, ce sont des personnalités, qui vont se retrouver ensemble à un même endroit, vont créer une certaine ambiance, excusez-moi, cette parle de climat psychologique, qui va mettre un cadre particulier qui va permettre chez une autre personnalité de révéler quelque chose. Donc le climat psychologique de ceux qui étaient présents avait mis en place les conditions nécessaires et, sans comprendre ce qui lui arrivait, notre ami, donc Jen, est entré en transe. Donc imaginez un peu la scène, elle était en train de discuter, c'était une conférence avec différents écrivains, et spontanément, elle est rentrée dans un état de transe. Et elle a donc eu tout d'un coup des informations qui lui sont arrivées, et donc elle a pris pour une inspiration poétique, comme disait Seth juste avant. Et là, Robert va écrire 2 paragraphes pour bien préciser la scène, et je vais donc prendre le temps de vous les lire pour que vous voyez un peu mieux ce qui s'est passé, le contexte exact. Donc là, voilà, le tout premier essai, on va dire, de connexion de Seth avec Jen dans cette vie-là. Il est 23h01. Et Robert précise, en 1957, après la publication de ses premières nouvelles, donc Jen était écrivaine, elle a écrit des nouvelles, un roman, et elle pensait au départ écrire des romans, voilà, c'était son premier cheminement, et donc c'était son premier livre qu'elle publiait. Jen a été invitée à une conférence d'écrivains de science-fiction à Milford, en Pennsylvanie. J'étais retenu par mon travail et Jen a assisté à cette conférence en compagnie de Cyril Kornbluth, un ami et écrivain de renom, à présent décédé, qui vivait près de chez nous, à Sayre,
je sais pas exactement comment on prononce, Sayre, en Pennsylvanie. Un soir, au cours d'une conversation, Jen est entrée en transe. Elle ne savait pas à ce moment-là ce qu'elle était en train de vivre. À partir de cet épisode, dont nous n'avons compris qu'il s'agissait d'une transe que des années plus tard, s'est constitué un groupe d'écrivains dont Jen faisait partie et qui se nommèrent eux-mêmes les Cinq. De longues lettres ont été échangées entre ces 5 membres pour élaborer une sorte de manifeste. Les autres écrivains du groupe étaient beaucoup plus connus que Jen. Voilà, là c'est la fin de l'intervention de Robert, donc, qui resitue la scène. Donc d'un côté, Seth explique la manière, dans son travail, en tant qu'enseignant, la manière dont il va créer, bien avant de donner des cours, le préalable, l'organisation, le cadre de travail. Et il explique qu'il a besoin que l'élève soit dans des conditions particulières, peut-être de réception, ou en tout cas qu'il ait déjà fait un chemin psychologique particulier, suffisant pour avoir commencé son développement et pour être dans une attitude particulière dans laquelle il va pouvoir à la suite vraiment bénéficier des enseignements de Seth. Il a assez d'exemples donc très précis de Jen, et on voit qu'il a fallu quelques années. Et on verra aussi plus tard dans la suite du livre que Seth et Jen, en fait, ont des contacts d'autres vies. Il me semble qu'on a peut-être, Seth a déjà dû donner des exemples. Donc là, quand on parle de premier contact de Seth avec Jen, c'est vraiment dans cette vie-là, dans cette personnalité-là de Jen. Donc, elle naît avec, oui, toute une connaissance inconsciente de Seth. Je pense qu'ils ont déjà dû travailler au message de Seth dans d'autres vies. Ce serait assez logique. Et dans cette existence-là, il lui a fallu des années, puisque là, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'elle est née, mais elle devait être là, je sais pas, à 25, 30 ans au mieux. Et c'est à cette époque-là que, une première fois, Seth, alors en plus, c'est un premier contact, c'est même pas lui qui a déclenché. Vous voyez comment c'est expliqué. C'est en fait, spontanément, les personnes présentes ont créé un contexte psychique qui était favorable pour que spontanément, Jen, inconsciemment, décide de rentrer en transe. En fait. C'est-à-dire que c'est son entité, sans doute, qui voulait qu'elle vive cette expérience-là à ce moment-là. Il faut aussi se rappeler que tout ce qu'on vit dans n'importe quelle vie a du sens. Est bon dans le sens où en fait il n'y a rien de bon ou de mauvais. Donc c'est une expérience comme une autre. Mais en tout cas, puisqu'on est à la recherche de créativité, ça fait partie de l'expérience qu'on est en train d'expérimenter. Donc là, il y a quand même un choix de sa part inconscient de rentrer en transe à ce moment-là, et elle a profité du fait qu'il y ait, alors je ne sais pas comment le dire exactement, peut-être des personnes qui avaient une certaine évolution, qui ont pu créer un certain contexte, ou alors la nature de la discussion a peut-être permis une sorte de déblocage intérieur qui l'a aidé à ce moment-là, qui a créé en tout cas, comme je parlais tout à l'heure de catalyseur en chimie, qui a pu catalyser le déclenchement de sa première transe. Et donc c'était volontaire de choisir ce moment-là, un moment qui était favorable. Et Seth est intervenu, là aussi je pense que tout ça est inconscient mais bien volontaire, et que Jen savait que Seth allait la protéger entre guillemets. Je vais reprendre les mots qu'il disait, elle n'était pas prête. Qu'est-ce que ça veut dire?
voilà, j'ai déjà dit tout à l'heure, pour moi, je vais reprendre aussi les mots de Seth quand il disait, il faut pas trop pousser l'élève, hein. Il ne faut pas trop en demander au départ à quelqu'un sous peine de trop le déstabiliser. L'enseignement se fait petit pas à petit pas. Et de vouloir avancer trop vite, des fois, ça peut être destructeur. Ça peut amener la personne dans un état psychologique, une prise de conscience trop forte d'un coup, qui fait qu'après, elle va avoir du mal à revenir dans sa réalité. Et donc, enfin, dans les yeux des personnes qui sont à l'extérieur, la personne, on va dire qu'elle est devenue folle, parce qu'elle ne va plus parler que du présent, elle va peut-être parler du passé et du futur comme si c'était le présent, parce que la conscience du temps, par exemple, est complètement, ou elle a compris, en tout cas, que le temps n'était qu'une limite qu'on s'imposait, ou elle va, je sais pas moi, pouvoir parler avec des entités qui ne sont pas visiblement présentes dans la pièce. Et là aussi, on va dire, elle est folle. Alors que tout ça, ce sont des réalités, mais des réalités parallèles. Donc le fait de déclencher euh, petit à petit ces prises de conscience, je pense que ça permet justement cette évolution progressive de faire des allers-retours finalement entre notre réalité, de savoir qu'est-ce qu'on est en train de vivre et qu'il existe ailleurs. Et donc d'accepter plus facilement cette notion de ailleurs, de autre, hein, de ce qui se cache derrière notre réalité. C'est comme si on ouvrait tout d'un coup la porte sur un monde complètement inconnu avec des règles complètement inconnues. Bon, là aussi, voilà, je fais référence à plusieurs films de science-fiction où tout d'un coup les héros vont basculer complètement d'un monde à l'autre. C'est extrêmement déstabilisant. Donc ça demande des préparations. Et là, on parle de ça. Donc Seth est intervenu dans ce développement spontané de Jane vers la transe pour arrêter finalement, hein, cette transe, euh, et donc pour veiller à ce qu'elle puisse continuer son développement à sa manière tranquille. Voilà, donc là on a vu un peu le contexte en tout cas dans lequel est apparu ceci, et c'est donc Seth à présent qui va continuer la dictée. Je connaissais ses dons psychiques depuis qu'elle était enfant. Mais les éclairs de compréhension. J'aime bien cette notion d'éclair, on voit vraiment cette côté subtil quand on dit tout d'un coup une prise de conscience. Oui, le célèbre Eureka, tout d'un coup, il y a tout d'un coup une lumière qui se fait, une compréhension d'un coup, hein, donc voilà, un éclair, quelque chose qui jaillit, une lumière qui jaillit. Donc ça dit, voilà, les éclairs de compréhension nécessaires lui sont parvenus par le biais de la poésie. Donc comme elle est poète, elle a utilisé la poésie comme un moyen d'accompagner son propre développement personnel d'un point de vue psychique ou spirituel, voilà, peu importe. Et il continue la phrase en disant jusqu'au moment où la personnalité a atteint le niveau requis dans ce cas particulier. Donc depuis l'enfance, elle a des dons particuliers, mais l'utilisation de ces dons ou la compréhension qui l'accompagne, ça se fait palier par palier. Hein, on voit un peu voilà, les marches d'un escalier, il se passe quelque chose, tac, il y a une petite marche qui est franchie, donc cet éclair dont je parlais. C'est vraiment quelque chose de très court dans le temps. C'est vraiment tout d'un coup un événement ponctuel, paf, qui fait évoluer quelque chose. Mais après, il faut prendre le temps de la marche qui suit pour digérer tout ça, retrouver une stabilité avant de pouvoir accéder à la marche suivante. Mais je pense que si on regarde même chacun un petit peu dans sa vie, dans son évolution, moi en tout cas très clairement, euh, ce sont des événements très courts
qui m'ont amené à changer mon point de vue sur la vie. Euh, voilà, des discussions, des méditations, pas forcément, en tout cas ça m'aidait à mûrir des choses. Peut-être la compréhension qui venait après un choc, je l'ai digérée à travers des temps plutôt introspectifs de méditation, au calme. Mais le moment lui-même qui était révélateur, oui, c'est des discussions, des échanges, une phrase, une lecture. Et donc c'est des temps assez courts, hein, et c'est voilà, côté un petit peu explosif. Et donc voilà, on peut imaginer voilà la vie comme étant cette succession de petites marches. Bah, je vais vous faire un petit schéma, juste voilà, pour bien vérifier qu'on parle bien de la même chose. Alors, alors je fais un axe. Ah, vous savez, je suis scientifique à la base. Alors, j'aime bien faire des diagrammes avec des axes. Là, on va appeler ça l'évolution, sachant que chacun met ce qu'il veut derrière le mot évolution. Et puis là, ça va être le temps. Hein, le temps tel que nous, on le comprend, la succession d'éléments. Eh bien, il y a au départ une base. Hein, donc on part pas de zéro, on part a priori de quelque chose. Et au fur et à mesure qu'on va vivre des événements, donc là ça peut être ça, oui pour moi c'est ça, on va des événements plus ou moins marquants dans sa vie, événement 1, événement 2, événement 3, etc. Eh bien, ces différents événements vont aider à déclencher des prises de conscience plus ou moins importantes. Voilà, chacun est dans le temps. Et c'est plutôt... moi, je vais faire la courbe voilà, avec une autre couleur, on verra peut-être mieux. Et pour moi, c'est voilà, c'est cette notion-là de palier qui me semble intéressant, avec des déclencheurs, l'éclair dont parle Seth, et puis une phase de digestion. Et j'ai l'impression que la digestion, elle est tout aussi importante que l'éclair. Hein, vous voyez, il y a vraiment le déclencheur qui va, qui va amener quelque chose. Euh, mais, mais une fois qu'on a eu ce pic, d'ailleurs peut-être même que l'évolution, je suis en train de réfléchir s'il y a un pic où on monte un peu et après on digère. Moi je sais que j'ai vécu une fois un événement où je le formulais comme ça à l'époque. J'avais eu l'impression d'ouvrir, je sais pas, des milliers de portes nouvelles sur des choses complètement inconnues. Et dans les jours qui ont suivi, pour digérer tout ça, j'ai su il fallait que je referme certaines portes parce que c'était pas le moment. Hein, j'ai entreaperçu ce qu'il y avait derrière. Ça m'a complètement bouleversé. J'ai eu une mal au crâne pendant une bonne semaine. Euh, et il fallait que je remette tout ça en ordre dans quelque chose qui ait du sens pour moi. Donc pas pour effacer, c'est refermer une porte, c'est pas la fermer définitivement. C'est juste sentir que c'est pas le moment que j'avais pas le niveau de compréhension, que déjà d'avoir ouvert la porte, j'avais vu quelque chose qui pouvait m'alimenter suffisamment pour les semaines, mois ou années à venir. Euh, et qu'après, j'avais à cheminer, moi, dans mon évolution. Et pour moi, ce cheminement, c'est, puisqu'on crée chacun sa réalité, c'est de changer mes croyances, réellement. C'est-à-dire d'avoir une prise de conscience. Quand je parle de digestion, voilà, le déclencheur dont je parle, la prise de conscience, on prend conscience que nos croyances ne sont pas forcément correctes. Hein. Tout d'un coup, on a cet éclair de se dire ah mais je pensais ça.
Non, visiblement, il y a un événement, un élément particulier qui arrive, qui nous dit non, cette croyance-là, elle a des limites en tout cas. Elle n'est pas entièrement vraie. Tu l'as fondée sur plein de choses, ok, très bien, mais là aujourd'hui, tu te rends compte que il y a des limites. Et c'est ça quand j'appelle ouvrir des portes. D'un coup, se rendre compte, ah oui, mais il y a des limites dans ça, dans ça, dans ça. Et dans ce grand bouleversement que j'ai vécu une fois dans ma vie, euh, voilà, ça m'a cassé tellement de croyances qu'il m'a fallu un temps pour reconstruire les croyances qui allaient avec. C'est-à-dire de remplacer 10 croyances fondamentales dans ma vie d'un coup, c'est pas possible. Donc je les ai repris une par une. J'ai remis de la cohérence avec des nouvelles croyances, parce qu'on est obligé de vivre avec des croyances. Chacune d'elles est limitante, et c'est bien de comprendre qu'elles sont limitantes. Elles sont valables dans un contexte donné, à un moment donné. Mais on a besoin des croyances pour continuer tout simplement à interagir avec le monde physique. Donc cette phase de digestion, c'est le fait de reprendre les croyances que le déclencheur a cassées. Là, je le formule comme ça me vient, un peu à chaud comme ça. C'est de prendre le temps de reformuler, de voir en quoi mes croyances, là je parle pour moi, étaient fausses, et du coup de revoir comment mettre dedans une certaine cohérence, et puis du coup de remplacer la première croyance par une nouvelle ou plusieurs nouvelles. Et donc c'est ça ce temps de digestion. Le temps de digestion, c'est pour que intellectuellement, enfin que le conscient et l'inconscient se remettent d'accord. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça que je le formulerai aujourd'hui, en tout cas. Peut-être que dans un mois, je le formulerai différemment, mais en tout cas, c'est un petit peu ça. Et c'est pour ça qu'on avance par paliers, et que j'hésite sur la notion de paliers, est-ce qu'ils sont vraiment horizontaux, ou est-ce que le fait de... En fait, on a quand même ce déclencheur, c'est un pic pour moi, et qu'après, on reconstruit par rapport au pic. Écoutez, là, comme on arrive bientôt à 1 heure de séance, je vais laisser mûrir un petit peu ça. On va peut-être échanger un petit peu, on va voir comment ça parle, et puis voilà, de toute façon, on enchaînera là-dessus pour la suite de la séance. Donc, on se retrouve dans quelques instants.